Les voix des livres. Les voix des livres. Les voix des livres. Suara-suara buku. Quand je lance comme ça, puis ça déroule. Là, il est bien. Oh, il est fort. Je baisse, comme ça on aura moins de bruit de fond. Même si c'est bien, le bruit de fond. Qu'est-ce que je fais ? Je présente un tout petit peu, après je te laisse te présenter. Donc je vais dire que voilà, on est sur le stand de Géphir à l'Ouest Hurlant, Géphir Édition, que je suis avec Sandrine. Alors le nom, je connais que le prénom moi. Je ne l'ai pas acheté, tiens, faut que je l'achète. Attends, je vais te... Anacalypse. Donc Sandrine Scardigli, c'est ça ? Voilà, ouais, je m'entraîne un peu avant, ouais. Je vais tout garder. Sandrine Scardigli, donc libraire à Redon. J'ai le droit de le dire, c'est pas secret. Ce n'est pas secret. Et première question, libraire général ou libraire d'imaginaire à Redon ? C'est pas bien grand. La librairie est une librairie généraliste qui vient d'ouvrir une librairie jeunesse dans la grande rue de Redon. Et cet espace de jeunesse ayant été libéré, nous avons pu investir la moitié de l'espace jeunesse avec de l'imaginaire et le reste de la BD. Généraliste, mais avec une grosse spécificité. Librairie jeunesse et un gros pôle BD et imaginaire. Donc dans le même établissement. Donc alors Géphir, je vais juste dire 2 minutes que je suis tombé fan. Je suis tombé fan de cette maison d'édition. Et ça fait partie d'une petite volonté personnelle de mettre en avant, mettre en avis aussi les gens qui participent à la diffusion, à ce que les auteurs se sentent bien et tout ça, et surtout les indépendants, parce que déjà, vous êtes plus disponibles, et puis vous n'avez pas de langue de bois, vous êtes libre. Et ça c'est beau. Et donc je suis arrivé grâce à Stéphane Dessienne qu'on a interviewé il y a quelques temps dans le même podcast et chez Manaï Plasma, c'est publié dans les 2 podcasts. Et donc après j'ai découvert d'autres autrices, il y a beaucoup d'autrices. Oui, alors le choix n'est pas fait en fonction du sexe biologique de la personne ni des chromosomes acquis. Le choix s'est fait en fonction des thématiques, des textes. Et toutes les personnes qui sont publiées jusqu'à présent sont des personnes que je suivais depuis longtemps via le forum Cocyclique. On sait tous, tout le monde là s'est connu via Cocyclique, que ce soit Maëlie, que ce soit Stéphane, que ce soit l'autre Stéphane, que ce soit Jacques qui traduit Santiago et qui a écrit Jason et Robur, et Marie-Catherine, donc, et Silène bien sûr, Silène Edgar. Donc avec tout ce groupe-là, on se connaît depuis 2009, la date à laquelle je suis arrivée sur Cocyclique. Je ne suis pas restée très longtemps sur le forum, mais ça a été une époque vraiment marquante pour moi. C'est le moment où j'ai découvert que je lisais de la SFFF. Ah oui, et donc avant, il n'y avait pas, c'était la littérature tout simplement. Et ça se ressent dans votre ligne, avec des gros guillemets éditoriales, c'est qu'il n'y a pas que de l'imaginaire, il n'y a pas ce cloisonnement qu'on trouve chez les autres maisons. C'est ça que je trouve admirable, parce que ça m'a permis, moi, pas de retourner à la littérature générale. J'en suis pas trop sorti, mais quand même, sans m'en apercevoir. Et du coup, je mets un point d'honneur. Je parle beaucoup de moi, je suis désolé, mais après, ça sera... Non. Je mets un point d'honneur. C'est vrai, bon. Le mec qui se la pète. Je mets un point d'honneur à ne pas lire de tes bouquins, ne pas lire les résumés. Parce que je veux... Découvrir. Ouais. Parce que je sais... À l'ouverture du livre. Et je sais que, de toute façon, j'adhère au projet et que ça va me plaire. Alors, je suis pas encore tombé sur le livre qui va pas me plaire, donc on sait jamais. Puis, ouais. Oui, 100% de réussite, c'est étonnant. La ligne éditoriale, elle est résumée dans le nom de la maison d'édition. Le nom de c'est Géphir, qui est un mot grec moderne, Yéphira, qui veut dire le pont. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer du lien et d'avoir des textes dans lesquels il y a du lien, de l'humanisme, du social, du politique au sens vie de la cité, à plus ou moins petite dose, ou plus ou moins grosse dose. Oui, c'est pas des livres foncièrement militants, c'est des propositions. Non, franchement, oui, il faut plus intellectualiser le texte pour aller jusqu'à là. Hein. Oui, mais c'était une volonté aussi. On n'est pas une maison d'édition d'essais politiques non plus, ni de romans ouvertement militants au sens partisan du terme.
On aime bien ce qui est modéré et subtil aussi. Alors je dis on, pas parce que je parle de moi à la troisième personne du singulier, c'est parce qu'on est deux à gérer la maison d'édition. Paul Kosker qui s'occupe de toute la création des couvertures, des maquettes. L'identité visuelle de Géphir, c'est Paul. Et moi, je m'occupe de la partie texte et la partie commerciale. 2 gros boulots. Alors déjà, l'identité visuelle, elle est extrêmement... Alors, on pourrait dire sobre, mais ça pourrait passer péjoratif, non ? Ou minimaliste aussi, je trouve ça péjoratif. Non, élégante. Mais ça ne fait pas appel à l'imaginaire comme là on est entouré de superbes couvertures magnifiques. On a envie de tout acheter, c'est fou, Ouest Hurlant. Là, je suis en train parce que moi j'ai Miss Taniguchi à la maison qui m'attend pour inspecter les valises. Mais voilà, tout à l'heure j'ai eu au téléphone, elle m'a dit t'as acheté. J'ai dit non. Mais c'est vrai que si j'achète des livres Géphir, ils sont tout petits, donc enfin pas tous, il y a les des siennes, mais la plupart sont quand même assez fins. Alors donc déjà l'identité, alors comme je t'ai dit ce matin, c'est très gonflé parce que proposer l'imaginaire avec des couvertures qui font pas appel à de l'épique, tout ça, et c'est très gonflé. C'est un aspect militant. Et pour ton travail, alors moi j'aimerais que tu me parles beaucoup de ton travail, sélection texte, relecture, tout ça, et qui fait que tu n'en sors que très peu par an. Ouais, voilà. Exactement. Donc on en sort en effet très peu, 4 en moyenne par an, parce que c'est un gros travail de direction éditoriale avec les plumes de la maison d'édition, autrice, auteur, donc plumes. Oui. Voilà. C'est très bien plume, c'est générique. Mais oui. Tu peux rentrer un tout petit peu dans le détail. Donc il y a une première lecture de découverte pour moi, une lecture plaisir, parce que ce sont des gens avec qui je sais que j'aime travailler, j'adhère à leur thématique, j'aime leurs univers, on se connaît depuis longtemps, on sait les uns les autres, on a travaillé sur les textes, que ce soit des nouvelles, des romans, depuis longtemps. Donc on se connaît bien en termes artistiques. Maïlik Duval, quand elle me propose quelque chose, elle sait que je dirais oui, parce que quoi qu'il se passe, je vais adhérer. J'ai même peur des fois d'avoir perdu mon sens critique avec elle, parce que voilà. Donc il y a cette première lecture découverte et plaisir. Il y a une lecture concertée avec le comité de lecture, qui me fait des retours. Donc le retour de ces personnes-là qui lisent en anonyme, donc ne sont pas influencées par le nom de la plume, mais très utile aussi pour parfois mettre le doigt sur quelque chose que j'avais pressenti mais pas forcément identifié, ou quelque chose qui m'avait effleuré mais pas tant gêné que ça. Et avec le recul, je me rends compte que oui, en ne connaissant pas l'auteur ou ses œuvres précédentes, ça peut être gênant. Donc cette prise de recul grâce au retour du comité de lecture m'est utile après pour établir la ligne directrice du travail qu'on va faire avec l'autrice ou l'auteur sur son texte. Donc il y a une deuxième phase au cours de laquelle le texte est retravaillé par son auteur ou son autrice en fonction de tous ces axes-là. Mais c'est souvent des détails qui manquent, des dialogues à rajouter. C'est rarement un travail de fond. Voilà, si le texte est choisi, c'est que... C'est un peu un ressenti par rapport à la cohésion du texte et de la narration ? Ça peut être ça. Ça peut être aussi des éléments dans le style qui peuvent être mis en valeur, des choses qui marchent très bien par endroits et qui peuvent être mises en valeur ailleurs dans le texte. Ça peut être des personnages qu'on sent, qu'on devine importants mais qu'on ne voit pas assez. Enfin, voilà, c'est tous ces axes-là qui peuvent être travaillés. Donc ça, c'est la deuxième phase, c'est l'auteur ou l'autrice qui bosse. Et ensuite commencent les échanges réguliers, les allers-retours. Alors, on peut faire 2-3 allers-retours ensemble où on travaille avec un suivi de commentaires dans le même fichier, où les auteurs découvrent mes impressions de lecture, mes propositions de correction, et on se répond comme ça 3-4 fois jusqu'à établir, se dire là c'est bon, on arrête. On met le texte en maquette et là il y a de nouveau au moins de ma part de relecture, de la part de l'auteur au moins une relecture, voire une dernière validation avant d'arriver à l'envoi à l'imprimeur. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Oui, là, un ouvrage comme par exemple c'est vraiment un récit vraiment très très à part, très intéressant, mais où il y a des problématiques de religion, des problématiques de croyances, des choses, et un univers assez
qui plonge le lecteur dans un travail parce qu'elle ne décrit pas, elle décrit très peu et c'est très intéressant. Mais ce livre-là, d'après tout ce que tu me dis, j'y vois au moins, au moins 6 mois de travail. Alors, c'est à peu près ça, en effet. On a démarré, oui, c'est ça, en septembre, pour une sortie en mars. Et encore, on est allé un peu vite, sachant que initialement, ce roman a eu une forme antérieure, publiée aux éditions Griffes d'encre. Ça s'appelait L'Après-Dieu, et c'était une novella. J'avais été dans les bêta-lecteurs, les bêta-lectrices de My League, au niveau du forum co-cyclique, avant même la parution chez Griffes d'encre. Donc, j'avais suivi toutes les étapes de ce texte. Je l'aimais beaucoup, mais je trouvais qu'il y avait vraiment des passages qu'elle pouvait développer. Donc, quand elle a récupéré ses droits après la fin triste de Griffes d'encre, je lui ai dit, nous on se lance avec Paul pour une maison d'édition. Je voudrais bien. Déjà, à 2 conditions, il faut que tu en réécrives il faut que tu étoffes et il faut qu'on change le titre. Ah bon, ouais. Voilà, parce qu'en réétoffant, elle changeait aussi toute la structure de son livre, et ça n'était plus le même roman. L'univers de base est le même, mais ce n'est plus le même roman. Même la fin a été changée. Donc, Et là arrive le premier problème technique. Elle n'avait plus ses fichiers. Et on n'arrivait pas à contacter qui que ce soit de l'ancienne maison d'édition. Donc j'avais mon exemplaire de L'Après-Dieu. J'ai pris mon clavier, mon exemplaire de L'Après-Dieu, et j'ai tout retapé. Ah oui, alors j'ai pris le bon exemple là pour le coup. Mais c'était pas le premier publié par. Si, d'accord. Si, les 2 premiers, c'est La Légende des plumes mortes et la traduction de Santiago Eximeno, Fragment de fleurs aux pétales cramoisis. Donc ce sont les 2 premiers qui datent de mars 2018, ceux-là. Voilà. C'est fou. Et j'espère que les auditeuristes vont goûter cette rentrée dans le. Mais après, il y a la distribution. On va aller sur la distribution, même si on n'a pas évoqué tout le travail. Voilà, après l'impression, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais la distribution. Il y a la librairie, il y a le site internet. Au niveau com et distribution, comment vous vous y prenez en tant qu'éditeur indépendant On prend son petit chariot à roulettes que tu vois rangé derrière nous là. Pour faire les courses là. Voilà, c'est un gros chariot à course avec 2 fois des triples roulettes. C'est très important pour monter et descendre les marches d'escalier dans les gares. Et puis on va voir les libraires. Donc je connaissais certains libraires en Normandie pour avoir travaillé là-bas. Je me suis appuyée sur le réseau de libraires que je connaissais. Donc la Normandie parce que j'avais été ancienne formatrice de libraire là-bas. À Nantes, j'avais commencé un peu à connaître des personnes via les Utopiales. Donc j'avais découvert les libraires via les Utopiales. Puis je suis quand même bonne cliente des librairies. Et Rennes, pareil, en allant me présenter, en prenant mon courage à 2 mains, en appelant les gens, en me présentant, et puis c'est parti quoi. Donc on est présent de façon régulière sur à peu près une 30aine de librairies. Donc j'ai cité Nantes, Rennes, Saint-Nazaire. Que tu livres toi-même. Oui, que je livre moi-même. Ça fait du kilomètre. Ça fait du train, ouais. Train. Oui. Sauf la Normandie, mais. C'est bien, bilan carbone plutôt pas mal. On essaye. Alors. On a dit qu'on n'évoquait pas l'impression, mais ça rentre aussi en compte. Alors évoquons-le puisque c'est vertueux. Oui, c'est vertueux dans le sens où on a décidé de travailler avec une imprimerie qui est en Vendée, qui est certifiée. Alors elle a je ne sais plus combien de certifications en termes environnemental, social. L'idée c'était de travailler avec une imprimerie qui traitait bien aussi les gens avec qui elle travaille et qui traitait bien ses salariés. Oui, il y a la dimension aussi sociale. Ouais. Voilà, le livre qu'on tient dans ses mains et qu'on lit, c'est le résultat de la somme de travail de énormément de personnes. Et on voulait pas c'est pour ça qu'on parle de la chaîne du livre, et on voulait pas qu'un maillon de la chaîne soit maltraité et que notre livre résulte de la maltraitance de certains maillons. Voilà. Donc on travaille avec une imprimerie qui nous suit depuis le début, qui est en Vendée, qui s'appelle Offset 5. Et dernièrement, on a retravaillé avec eux tout le choix de nos papiers, toujours dans une démarche de diminution de notre bilan carbone. Sur nos petits livres de poche, jusqu'à présent, on avait un pelliculage qui rend le livre peu fragile, qui résiste, vous permet de cuisiner si vous voulez en lisant nos livres de poche. Mais le pelliculage, c'est quand même du plastique, c'est très polluant en termes de fabrication, de conception. Donc on a décidé de changer nos papiers
tous nos livres désormais, poche et grand format, à partir de cette année, auront une nouvelle couverture avec un nouveau papier. Ça va demander un peu de délicatesse de votre part, mais on pollue moins. De toute façon, en dehors de la bibliothèque et de la table de chevet... Voilà, ça peut être moi je lis en mangeant, donc c'est autre voilà. chose. Ah, attention. Alors, chers auditeuristes, Géphir, on ne lit pas en mangeant des bolognaises. Voilà, faut le savoir. Je ne sais pas ce qu'il faut manger, et puis pas avoir les doigts gras, c'est compliqué. Oui, alors par contre, on peut les lire plein de fois parce qu'ils sont cousus. Ouais. Les pages Pas collés. Voilà, les pages ne se décollent pas. Donc le bilan carbone, oui, ça fait partie de notre réflexion d'ensemble. Et si vous avez des idées, on est preneurs. Non, il y a bilan belle valeur, belle ligne éditoriale, un choix qui commence à être intéressant. C'est notre 20e. Oui, 20e. Alors, le 20e, donc elle me le désigne, je vais vous le décrire. C'est Alexandra Fraisse, que je n'ai pas lu encore, que j'ai acheté. Noémie dans la brume, c'est un tout petit livre, là, tout mignon. Et elle me l'a pitché, comme on dit, là, comme les petites brioches. Et voilà, donc... est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, ou on peut inviter tous les auditeuristes à aller sur le site, je mettrai dans la description de cette petite interview. Et puis c'est vous qui avez été à l'origine aussi du projet Marmite et micro-ondes, ou c'était alors je me souviens plus parce que j'y ai participé, mais alors oui, Marmite et micro-ondes, j'ai été contactée initialement par les deux anthologistes pour proposer un texte. Olivier Gechter et Vincent Corlet, des amis de l'émission. Oui. Et avec Vincent et Olivier, on se connaît aussi depuis bien longtemps. J'avais participé avec eux à plusieurs projets complètement fous, genre la microphéméride et autres folies littéraires. Et initialement, pour Marmite et micro-ondes, ils m'ont proposé de faire partie des personnes éditées dans l'anthologie. Ah. Parce que j'ai écrit eux aussi. Elle fait tout, je sais pas, elle ne dort pas. Voilà, c'est tout. C'est un problème, oui. Et puis très vite, la maison d'édition avec laquelle le projet était initié leur a dit qu'elle ne pouvait pas assurer le projet, qu'elle souhaitait l'annuler. Et donc, ils m'ont sollicité une deuxième fois en tant qu'éditrice. D'où j'ai quand même réussi à glisser un texte à moi dans l'anthologie. Ouais. Du favoritisme, hein. Non, ils sont tous bien les textes. Et alors, Marmite et micro-ondes, j'avais dit qu'on avait fini, mais finalement, on n'a pas fini parce qu'on a tout le temps des choses à se raconter. Ouais, non, je pense qu'on est... on a quoi Non, on n'embête pas trop les gens, 18 minutes, ça va. Donc, Marmite et micro-ondes, c'est une anthologie dédiée à l'imaginaire. Il n'y a que de l'imaginaire ? Oui, il n'y a que de l'imaginaire. Que l'imaginaire, avec des textes qui ont en fond ou en sujet la gastronomie, souvent en sujet. Et on peut trouver des histoires sur des pizzas extraordinaires livrées par drone. Voilà, vous voyez un peu le genre. Il y a beaucoup d'humour. Et puis, il en reste encore il y a un autre livre. Il en reste 10. L'émission Kitchenette. C'est un livre de recettes qui est succulent et truculent, si j'osais. Donc, et qui a été écrit par Olivier Gechter et Franck Arif. Et donc avec des recettes, il y a des... Voilà, c'est un truc de fou. C'est des vraies recettes, mais avec des textes hilarants. Donc on rigole et en plus on se fait bien manger. Et puis c'est simple surtout. C'est des recettes extrêmement simples. Donc les deux ouvrages étaient vendus en même temps. Maintenant il en reste 10. Dépêchez-vous. Est-ce que tu fais des réimpressions On a fait déjà un premier retirage du premier tome de Toxique. De Stéphane de Sienne. On était arrivé au bout de la saison 1. Ou tous les volumes. Le premier volume de la saison 1. D'accord. C'est souvent le premier qui se vend le plus vite. Ouais. Donc il a fallu réimprimer pour pouvoir avoir... C'est une super nouvelle. Oui, c'est une super nouvelle, on était très contents. On arrive tout au bout donc, de Marmite et micro-ondes. C'est compliqué, une réédition d'anthologie à réfléchir. On arrive au bout du livre de Silène Edgar, Ce caillou dans ma chaussure. Magnifique. Alors là, c'est la littérature générale. C'est un témoignage d'une enseignante. Nicolas, enseignant. Non, parce que je pense à l'auteur, alors. Oui. Parce que c'est autobiographique. C'est très inspiré, mais ça n'est pas
comme la fiction peut être nourrie de notre réalité. Voilà, ça n'est pas une autobiographie dans le sens où ce n'est pas exactement ce qu'elle a vécu. Mais c'est ancré dans le réel, donc c'est la découverte par un professeur d'un élève comment dire, exilé, parce que moi j'aime pas le terme réfugié personnellement, exilé, et qui voilà, mais ça m'a bouleversé. Oui. Il y a une version plus fantasy, je crois. Alors, de la même histoire, enfin, elle s'est inspirée de la même histoire pour écrire. C'est publié chez Scrinéo, ce qui est très bien aussi. Voilà, peut-être. Ça s'appelle. J'ai honte, Silène, si tu écoutes, ne m'en veux pas. Pour un sourire, c'est pour un sourire de Milad. Pour un sourire de Milad. Et donc on prend la même thématique, à savoir l'accueil d'un jeune mineur isolé en France, vu dans le milieu scolaire. Dans ce caillou dans ma chaussure, c'est vu du côté du professeur qui lui donne des cours de français. Et dans Pour un sourire de Milad, c'est la vision qu'en a une de ses camarades de classe, qui petit à petit va se prendre d'affection pour lui. Parce que Milad est arrivé en France avec son histoire et ses fantômes. Et c'est là qu'intervient l'élément fantastique. Voilà, d'accord. Voilà. Ah, mais c'est passionnant. je sais qu'elle est en signature. Elle est en signature, elle est invitée officielle. Et je sais pas s'il y aura Milad là-bas, mais j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter tout de suite et d'aller vite acheter. Bah, merci de ton accueil. C'était, je pense, drôlement intéressant. Et voilà, de parler avec un éditeur et de voir dans la chaîne du livre tout le travail qui est fait aussi pour les auteurs. Ils ont l'air heureux chez Géphir. Ouais, j'espère, ça me fait plaisir. Une dernière question. Ouais. Une dernière question, parce que j'allais l'oublier, parce que là on parle donc d'auteurs bien connus du forum et tout ça, donc des gens que tu connais déjà pas mal. Est-ce que voilà, c'est la question. Est-ce que comment tu vas aller chercher un nouvel auteur? Alors là, tout de suite, comme on publie peu et qu'on a déjà plein de projets avec les personnes que je connais, on ne va pas chercher de nouvelles plumes. C'est eux qui viennent, qui proposent. Pour le moment, oui. EL, enfin voilà, c'est... Pour le moment, on reste... Avec Alexandra Fraisse. Avec Alexandra. Une anecdote. Avec Alexandra a proposé son texte à Géphir parce qu'elle avait lu les textes de Maëlig et qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose de commun dans leur thématique et dans la façon de les aborder. Et moi, elle m'en avait parlé. Notre planning était plein, je ne voyais pas où on pouvait le caser, je ne voulais pas trop m'engager. Et finalement, je suis tombée sur son manuscrit. C'est un ami à elle qui m'a dit moi je l'ai imprimé, si tu veux y jeter un œil. Et je suis tombée dedans et je n'ai pas réussi à le lâcher. J'ai eu un coup de cœur et ça s'est fait comme ça, vraiment sur cette affinité en fait et l'envie de travailler avec elle. C'est beau, c'est des coups de foudre culturels. Exactement, ça marche par coup de foudre. Ouais. Bon, si vous n'avez pas les larmes aux yeux comme moi là tout de suite, je n'y comprends rien. Vous n'avez pas de cœur. N'écoutez plus ces podcasts. Non, c'est vraiment super. Bah, merci beaucoup. Là, pour de bon, je te laisse tranquille. Je vais acheter encore un livre, Miss Taniguchi. Non, je lui dirai pas d'écouter. Merci à toi. Et puis venez nous rencontrer en festival. Ça fait toujours plaisir de voir les gens en vrai. Ah oui, c'est vrai que c'est complètement différent. Ouais. Et en fait, j'ai contacté Sandrine parce que quand on reçoit les colis de Géphir, il y a tellement de gentillesse, d'un petit mot, une carte de Noël, carrément les livres emballés comme des cadeaux. Voilà, on sent de la famille comme un cousin lointain qui reçoit son cadeau de Noël. Donc des éditeurs comme ça, il y en a plein, c'est vrai, hein, mais je suis tombé là-dessus par hasard. Et puis voilà. Allez hop, on coupe parce que j'ai une carte bleue à faire.
Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.